Bonjour à tous, moi c'est Rémi Benamias, je suis chargé de mission GIRN, gestion intégrée des risques naturels à la Comcom Vallée de Lubaï-Serponçon. Donc c'est une démarche qu'on a débutée à partir de 2019. Il y a eu un premier chargé de mission et moi je suis arrivé à la suite. Principalement orienté sur la modernisation des systèmes d'alerte existants, son amélioration, donc en faisant l'acquisition de nouveaux capteurs hydrométriques et pluviométriques, enfin, c'est ce que je présenterai plus tard, et comment s'intégrer tout ça dans la gestion de crise dans la vallée de l'Ubaye. Et aussi d'autres actions sur l'information préventive et des projets aussi scientifiques SDA, mais ça c'est d'autres sujets. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Je vais surtout présenter voilà une des actions principales sur cet acronyme. Je ne sais pas si maintenant il est intégré, mais le SDAL, le système d'avertissement local aux crues. Donc c'est typiquement ce qu'on va installer dans la vallée. Je vais expliquer la genèse un petit peu de ce projet-là, la méthodologie d'installation, quels sont les équipements qu'on a choisis, quelles sont la gestion de l'information déterminée et les prémices de cette organisation de gestion de crise, que ce soit à travers les PCS des communes et les pistes de réflexion possibles sur les futurs PICS, PICS, plans intercommunaux de sauvegarde. Donc tout ça vient dans un premier temps d'un premier travail du premier chargé de mission d'un diagnostic multirisque. Donc il a fait l'état des lieux, aléas, enjeux sur l'ensemble de la vallée. Il a recensé l'ensemble des équipements existants, que ce soit stations de mesure, généralement c'est, enfin dans le cas de notre vallée, c'est des stations d'alerte propres à certains campings. Également un certain nombre de pluviomètres et on a aussi 3 systèmes de détection de lave torrentielle. Il y a aussi un recensement des ouvrages faits. Donc tout l'objet de ce diagnostic était de finalement mettre en lien des aléas qui pèseraient en fait sur des enjeux qui seraient dépourvus de système d'alerte. Et donc, à l'issue de ce premier diagnostic, c'était de mettre en place une proposition d'implantation d'un réseau complet de capteurs hydrométéorologiques à l'échelle de la vallée. Donc, c'est voilà, je reprends le schéma du SDAL qui est issu du guide fait par le, si je me souviens bien, par le CEREMA ou alors je me souviens plus exactement. Bref, c'était un des schémas qui était présent dans ce guide-là de montage du SDAL, système d'avertissement local aux crues, et qui est un peu catégorisé par 3 critères. Donc, le premier, c'est l'instrumentation. Donc, ça, c'est la phase dans laquelle on est, nous, à la vallée de l'Ubaye. Donc, le marché est lancé et c'est donc je peux vous le dire parce que le marché a été attribué. Donc maintenant, c'est l'entreprise Tenevia Semeru que nous avons choisi pour installer l'ensemble de ces capteurs. Ce qui caractérise aussi ce système-là, c'est donc son opérationnalité, c'est-à-dire la mise en place d'un réel réseau de surveillance et donc l'interopérabilité avec les différents services, que ce soit avec le SPC ou alors avec les alertes, par exemple, de la préfecture. Donc ça, ce sera un travail qui viendra après la mise en place du SDAL. Et bien sûr, tout l'intérêt, c'est de le mettre en place hors réseau réglementaire. Donc, dans notre cas, on n'est pas couvert par la vigilance crue émise par le SPC Grand Delta. Donc, les prémices de la mise en place de ce SDAL, c'était donc de redéfinir un certain nombre de zones d'enjeu. Donc, comme on peut le voir ici en haut à droite, donc ça représente la plat rouge qu'on a ici. Donc, on recensait l'ensemble de l'emprise bâtie avec un certain nombre d'autres critères, que ce soit la population, la nature des bâtiments, le linéaire et type de voirie exposée ou l'information, une première information sur où on pouvait justement positionner le capteur par rapport à cette zone d'enjeu. Tout ça dans l'optique justement de savoir un petit peu de qualifier quantitativement et qualitativement l'ensemble des zones d'enjeu et ensuite de prioriser les sites sur lesquels on aura envie de placer les différents capteurs hydrométriques et pluviométriques également. Il y a eu aussi un recensement fait sur l'ensemble du dispositif existant. Donc ça, c'est la carte qui représente l'ensemble du dispositif là qu'on a actuellement sur le secteur. Donc ça peut paraître extrêmement conséquent, mais un certain nombre de ces pluviomètres ne sont pas forcément maintenus. La majorité, c'est propriété de l'ONF-RTM, ils ne sont pas forcément dans une maintenance constante, donc du coup, on ne peut pas forcément les intégrer dans notre futur SDAL. Il y a un certain nombre de systèmes d'alerte lave torrentielle qui ont été installés. Il y en a un actuellement qui est déjà intégré à notre automate d'appel, donc ça je reviendrai là-dessus, mais on a aussi un automate d'appel qui permet d'envoyer en masse un certain nombre de SMS à la population et aux gestionnaires de crise. Il y a aussi également 3 stations hydrométriques existantes, 2 qui sont gérées par la DREAL, et ça c'est une erreur d'ailleurs, il y en a 4, donc il y en a 2 aussi en amont dans le bassin, c'est le numéro 2 et 4 qui sont du coup les stations choisies à moderniser dans le bassin et qui ont été construites pour la protection des campeurs à cet endroit-là.
Par la suite, donc, pour déterminer l'ensemble des nouveaux sites pluviométriques qu'on aura envie d'installer, il y avait une première installation, une première cartographie qui avait été réalisée par le service RTM, donc en amont de notre démarche GIRN, et donc qui plaçait environ une dizaine de pluviomètres, tous en tête de bassin versant, donc dans l'optique de déceler les cellules orageuses et d'avoir une anticipation maximale dans le cadre de l'organisation d'une gestion de crise. Ensuite, nous, on a refait un travail à partir de données de retour d'expérience sur les plus grosses cellules orageuses, les plus grosses intempéries qu'on a eues dans la vallée. Donc, on a repris, à chaque retour d'expérience qu'on fait pour chaque épisode pluvieux, on fait des captures d'écran tout simplement de la plateforme Rythme de Météo France qui nous situe à peu près les cellules orageuses. On s'est basé aussi sur les cartographies des événements extrêmes qui sont recensés dans un des onglets de la page de Météo France. Je ne me souviens plus exactement de l'endroit, mais voilà, c'était des cartographies qui sont faites à chaque fois pour chaque épisode extrême. Et ce qui nous a permis un petit peu de jauger l'emplacement du pluviomètre, que ce soit en tête, au milieu ou un peu plus en aval du bassin versant. C'est aussi, du coup, par rapport à la zone d'enjeu qualifiée qui sera en aval, est-ce que cette zone d'enjeu est très importante ou peu importante. Donc, il y a eu une sorte de priorisation par rapport à la zone d'enjeu qualifiée. Et toujours un petit peu des considérations plus opérationnelles sur l'accessibilité, sur la propriété du terrain, bien sûr, puisque si c'est en terrain public, c'est quand même beaucoup plus pratique à installer. Et bien sûr, le retour de l'ensemble des élus du territoire. Pour chaque site, il y a eu une analyse de site, ce que je vous présente là à droite de la diapo, sur des détails sur l'altitude, l'accessibilité. Bref, plus de détails pourront être donnés ensuite dans les questions-réponses. Et une synthèse des données pluviométriques globales. Donc ça, il y a eu un recensement bibliographique sur l'ensemble des études réalisées à la vallée. Donc ça peut être des études faites à l'échelle de la vallée ou plus spécifiquement à l'échelle d'un sous-bassin pour la réalisation d'un ouvrage hydraulique, sur lequel généralement il y a une partie de travaux sur la pluviométrie à cette échelle-là. Et donc en fait, l'idée de faire cette synthèse-là, c'est de donner des billes ensuite, parce que nous on a alloti le marché en 3 lots. Le troisième lot, c'est justement le dimensionnement de tous les capteurs. Et donc du coup, cette synthèse qu'on a réalisée, ça facilite le travail en l'occurrence, c'est l'ONFRTM qui va réaliser ce dimensionnement pour les seuils pluviométriques. Et on lui donne du coup cet ensemble de données recensées à l'échelle de la vallée ou par sous-bassin. Pour les capteurs hydrométriques, donc là, comme pour les capteurs pluviométriques, l'RTM avait déjà un petit peu positionné des capteurs sur l'ensemble de la vallée de l'Ubaye. Donc là, on a pris en compte le type de crue concerné. Donc si c'est un torrent simplement torrentiel qui peut être couvert par un capteur hydrométrique ou un capteur à lave torrentielle, dans quel cas il aurait fallu installer un système de détection de lave torrentielle. On s'est ensuite basé sur les zones d'enjeux couvertes, l'importance des enjeux exposés, le temps de réponse du bassin versant et notamment le délai de réactivité, c'est-à-dire par rapport à la gestion de crise, puisque plus on le situe en amont, plus on a donc un délai de réactivité et des temps de gestion en fonction des différentes phases de gestion de crise, que ce soit de la vigilance à l'alerte qui sont assez conséquents, et plus on le situe à l'aval, c'est aussi important pour avoir une réelle représentativité finalement de la hauteur d'eau qu'on mesure. Donc, il y a un peu ce compromis là, quel micro-sous-bassin on va chanter ou alors englober en fonction de la position du capteur. Une analyse de site aussi a été réalisée, puisque plusieurs capteurs hydrométriques ont pu être positionnés sur un seul et même sous-bassin en fonction de la divagation du torrent. Est-ce que c'est important, est-ce que il y a une possibilité de l'installer là, ou est-ce que la divagation du torrent implique du coup un équipement qui serait un petit peu surdimensionné, c'est-à-dire de mettre plusieurs potences sur le tablier du pont en fonction du bras vif de la rivière. Bref, ce sont des considérations qu'on a prises en compte dans l'analyse de site. Et également une synthèse des données hydrauliques, toujours issues d'études globales ou d'études à l'échelle de sous-bassins, dans l'idée de donner des billes ensuite pour le dimensionnement des différents seuils qui vont être réalisés par l'ONFRTM. Oui. Voilà, tout le dimensionnement, en fait, voilà, il y avait 3 lots. C'est un lot d'installation et de pose, un deuxième lot topographie et un troisième lot de dimensionnement des capteurs. C'est comme ça qu'on a réparti notre marché. Au final, après
Travail, concertation avec les communes, toute cette enquête bibliographique faite et discussion avec l'ensemble des acteurs de la gestion des risques naturels, ce qui pouvait être l'ONFRTM ou le SPC Grand Delta qui nous a bien aidé pour situer l'ensemble de ces sites. L'idée est d'installer 6 pluviomètres à l'échelle du bassin, 3 sites hydrométriques qui seront composés d'un radar type sonde et d'une caméra aussi également, qui actuellement fait que de la levée de doute avec une échelle virtuelle intégrée dans la caméra. Mais très intéressant, puisqu'ensuite, l'idée, c'est donc Tenevia qui propose cette solution, c'est la possibilité de post-traitement des images, donc la possibilité d'analyser les vitesses et les débits par la suite. Et la modernisation de 2 sites existants, ce qui fait qu'on a un suivi sur l'ensemble du cours d'eau de l'Ubaye qui est relativement homogène, et qui est vachement bien réparti sur l'ensemble de la vallée. Sur l'ensemble des pluviaux, on couvre majoritairement les bassins les plus à risque avec les zones d'enjeu les plus exposées et les plus conséquentes, qui à la fois vont analyser les cellules orageuses en fonction des orages hyperlocalisés ou également, en fonction de la répartition choisie, justement, d'analyser des épisodes de plus grande ampleur, donc type épisode méditerranéen ou des épisodes de retour d'Est ou les phénomènes lombards. Au niveau des équipements, donc on est parti, comme je l'ai dit, sur des radars type sonde, donc hors du fil d'eau, sur des caméras type levée de doute, avec échelle virtuelle intégrée. Pour les pluviomètres, ce sont des pluviomètres à haut jet. Tout ça ensuite dans l'idée d'avoir une maintenance qui sera gérée en même temps par l'entreprise, donc ce qu'on va appeler maintenance externe. Et bien sûr, à l'issue, puisqu'on a quand même une grande catégorie de formation, on va dire, dans le marché, où on va être formé pendant un certain temps par, ici, le sous-traitant qui sera OTT, sur justement la compréhension des centrales d'acquisition, du paramétrage de la station et de la maintenance, du bon fonctionnement, tout simplement, du capteur en soi. Donc, cette maintenance externe est aussi vraiment très importante, cette maintenance interne qui sera réalisée par le service de notre communauté de communes, le grand cycle de l'eau. Et donc, j'en ai déjà parlé de la modernisation d'un certain nombre de dispositifs déjà existants. Oui. Oui. Dans les systèmes, vous parlez de système d'alerte. Quel sens vous donnez l'alerte? Le terme visuel alerte, c'est vraiment un système qui va servir effectivement d'alerte pour l'ensemble des gestionnaires de crise. Après, il faut bien prendre en compte qu'on dit système d'avertissement, mais finalement, on pourrait rajouter un certain nombre d'autres lettres sur le suivi du cours d'eau et sur la surveillance d'un cours d'eau hors alerte, finalement. Une communauté de communes n'a pas forcément compétence de gestion de crise ni d'alerte. Donc, même si on leur met à disposition des automates d'appel, finalement, concrètement, nous, on a eu 2 crues, par exemple, en 2021 et en 2022, sur des petits affluents de l'Ubaye. Typiquement, on a mis à disposition cet outil d'alerte avec des formations. On avait fait 2 formations auprès des élus en leur disant, c'est à vous, parce que vous avez cette compétence de sauvegarde des populations pour pour alerter la population. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que des retours terrain ont été faits par les techniciens rivières ou les directeurs des services techniques et qui sont remontés sur le maire de la commune qui a ensuite appelé le gérant finalement de l'outil d'alerte qui est intercommunal, quoi. Donc, du coup, c'est moi qui me suis retrouvé à lancer les alertes, en fait. Je vais expliquer rapidement simplement le dimensionnement, même si j'ai déjà un petit peu commencé à en parler. Donc, c'est bien cette idée de synthèse de données météorologiques globales et spécifiques à chaque site, sachant qu'une majorité de ces sous-bassins ont des temps de réponse qui sont très, très courts. Donc, l'idée, ce sera de définir des seuils qui sont sur des pattes de temps effectivement très réduits et pour laquelle il y aura une réaction du torrent assez probable. Donc, le but sera de définir plusieurs cumuls pluviométriques pour différents pas de temps et en fonction de différentes occurrences de pluie. À l'issue de ça, il y aura 3 ou 4 seuils pluviométriques qui seront définis comme des seuils de préalerte. Donc, ce seront des seuils qui, via notre automate d'appel, transiteront vers les gestionnaires de crise. C'est-à-dire la cellule technique qui sera définie dans chaque PCS de chaque commune et bien sûr cette cellule technique pour lesquelles chaque action sera beaucoup mieux définie dans le PICS à l'échelle de la vallée. Sur quelle taille de bassin versant, moins de 50 km²?
Sur les micros sous-bassins, on est entre 50 et pour le plus important, celui de l'Ubayette, on est sur 100, 110, 120 km². Donc 110, 120, on est sur des temps de réponse hydrogrammes longs entre 4 et 5 heures, mais ça c'est pour les plus gros affluents. Pour les plus petits, on est inférieur à l'heure. On poursuit. Capteur hydrométrique, du coup, toujours la même idée, synthèse des données hydrauliques avec ce lot topographie qui va permettre justement de connaître la section sur l'emplacement du capteur hydrométrique et dans l'idée de définir des premiers seuils de Q5 à Q100 afin d'avoir une première appréciation de période de retour de notre niveau d'eau à cet endroit-là. Donc, effectivement, ce n'est pas une étude hydraulique complète sur un capteur hydrométrique, ce qui a pu être fait, par exemple, sur un de nos systèmes qui va protéger un camping en particulier, où finalement, les seuils ont été définis pour avoir le temps exact avant les premiers débits de débordement sur la première zone d'enjeu rencontrée après le capteur hydrométrique. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est réalisé actuellement. Ici, on fait une simple loi hauteur-débit où on va juste analyser simplement de l'occurrence de crue. C'est pour ça qu'on appelle ça des seuils d'information en vigilance renforcée, parce que ce n'est pas forcément des seuils qui vont nous dire que bon, bah, très bien, on va avoir un débordement si on dépasse tel niveau de période de retour. Après, on table sur la connaissance qu'on a du territoire et sur justement les niveaux. Et en fonction des retours d'expérience des différentes crues, on sait qu'à telle hauteur d'eau, ça implique tel débordement sur tel secteur en fonction de l'affluent. Donc effectivement, ça nécessite d'avoir une connaissance territoire qui, pour l'instant, est agrégée par les trois personnes du service. En termes de... Bon, là, il est marqué dimensionnement de capteur, mais c'est une erreur. C'est gestion de l'information. Donc, grosso modo, l'ensemble des informations des capteurs sont centralisées ici sur le serveur du prestataire qui va installer la solution hydrométrique, ce qui va permettre d'alimenter l'interface synoptique. Donc, c'est un peu ce que vous avez sur les fenêtres en bas à gauche, qui vont permettre de visualiser les hydrogrammes de crue, d'avoir des synthèses de hauteur d'eau par capteur sous forme de tableau, d'avoir une localisation cartographique, bref, tout un synoptique qui ressemble grandement au synoptique de Vigicru. Et tout ça est relié, bien sûr, à l'automate d'appel qui va permettre d'envoyer ces alertes-là, qu'elles soient automatiques, justement, à destination des gestionnaires de crise et permettre par la suite, après concertation de la cellule technique et de l'ensemble des agents de la gestion de crise, d'envoyer manuellement une alerte à la population. C'est un système qui va envoyer en fait des messages automatiques lorsqu'il y a un dépassement de seuil. C'est automatique. Voilà. Donc, il n'y a aucune alerte automatique qui n'est à destination de la population, puisque c'est une information qui ne sera pas nécessaire à la population, qui ne saura pas l'interpréter. Mais donc, du coup, il y a un premier seuil, mais c'est un peu le schéma par la suite, ici, un petit peu barbare, mais finalement qui explique bien en fait tous nos systèmes. Du coup, je vais prendre ce schéma-là. En fait, on va prendre le capteur B qui va nous envoyer l'information brute directement sur le serveur de centralisation des données qui va alimenter notre interface synoptique. Vous avez les flèches jaunes qui sont en fait les alertes automatiques via notre automate d'appel, c'est-à-dire des seuils pluviométriques, des seuils hydrométriques. Ces alertes-là sont envoyées dans ce rectangle, donc au maire, à un certain nombre de personnes identifiées dans les PCS et notamment à la cellule technique. À la suite de ça, et donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec le CIPRE justement, parce qu'on travaille avec eux sur la révision des PCS, de savoir comment cette donnée doit être interprétée, quel est le rôle de l'intercommunalité, donc la cellule technique, d'apporter une expertise aux élus locaux pour finalement prendre la décision ou pas d'envoyer une alerte à la population. Et ensuite vient les flèches rouges sur l'alerte manuelle via l'automate d'appel vers la population. Donc nous, on a eu par exemple le 10 mai 2021, une crue qui est intervenue hors heure ouvrée. Mais de toute manière, il y a une mobilisation qui se crée de fait sur une situation de crise et le déclenchement de la cellule de crise.